Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage d'1 mois en Indonésie. Comme chaque été depuis 3 ans maintenant, je pars seul de l'autre côté du globe et j'en profite pour explorer, découvrir, rencontrer, apprendre et grandir. C'est un peu devenu mon rendez-vous annuel avec l'inconnu, mais surtout avec moi-même. Depuis que j'ai commencé à voyager seul, je suis tombé accro à ce sentiment de liberté que le voyage me procure. Parce qu'en fait, quand t'es seul à l'autre bout du monde, tout ce dont tu as besoin de te préoccuper, c'est ton temps, tes envies et ton porte-monnaie. Concrètement, il n'y a rien ni personne qui puisse t'empêcher de faire ce que tu veux. Et moi, ce que je veux, c'est me prendre une grande claque d'humanité pendant les 4 prochaines semaines. Alors, je vais toujours privilégier les rencontres avec les locaux parce que ici c'est chez eux et moi, je suis personne. Je veux m'imprégner de toutes les facettes possibles de leur culture, comme un caméléon qui changerait complètement d'apparence jusqu'à se fondre dans le décor. En résumé, je veux déconstruire mon esprit et le rebâtir d'un regard nouveau. J'atterris à Bali, mais je ne vais pas m'y attarder car c'est devenu extrêmement touristique. J'ai donc décidé d'aller à Lombok, une île voisine aussi réputée pour le surf, mais surtout beaucoup plus calme et locale. Entre taxi et bateau pendant près de 6 heures, c'est à Kuta que mon aventure commence, et évidemment, si je viens ici, c'est parce qu'aux alentours se trouvent des spots de surf pour tous les niveaux. C'est le motif principal de ma venue, mais j'ai également envie de découvrir tout ce qui s'y déroule autour. Il faut savoir que Lombok est évidemment indonésienne, mais chaque île détient sa propre culture, et ici, c'est les Sasak. C'est principalement musulman, et ils ont également leur propre langage et traditions. Kuta est un petit village de moins de 10 000 habitants, mais il est en pleine expansion. Je décide de tout de suite prendre un scooter et d'aller faire un peu le tour, histoire de prendre mes marques. Les habitants de Kuta vivent dans des habitations de fortune, principalement autour de l'océan, car toute la vie ici est conditionnée par ce dernier. La pêche est très présente, mais également la culture du surf, car de nombreux locaux sont presque nés dans les vagues. En me promenant le long de la plage, je remarque tout de suite que les enfants ici sont très indépendants et libres. Ils sont toujours dehors à jouer ensemble et n'ont pas besoin de grand-chose pour s'amuser. Dans le sable, dans l'eau ou en jouant au cerf-volant, finalement ils sont beaucoup plus connectés au réel que certains enfants dans les pays occidentaux connectés à Internet. Malheureusement, je suis aussi tout de suite frappé par la pollution marine qui est présente sur la plage avec un nombre de déchets conséquent. Étant un pays en plein développement, fatalement, le recyclage et le souci des ordures n'est pas encore une priorité pour le gouvernement. Cependant, en avançant sur la plage, je vois au loin une association de Clean Beach. En questionnant un peu les personnes autour, j'apprends que ce sont des écoles qui viennent en partenariat avec des associations pour ramasser les déchets et surtout sensibiliser les plus jeunes à leur environnement. Ce n'est pas juste une question d'apparence, mais surtout de santé, car tout ce qui va dans la mer va ensuite dans leurs assiettes. Sinon, à part ça, Kuta me fait très vite tomber amoureux de son ambiance. Il y a un merveilleux mélange entre voyageurs du monde entier et locaux. La culture du surf omniprésente réunit tout le monde autour d'un point commun. L'endroit dans lequel je suis le plus allé est un bar à billard où les locaux et les étrangers se mélangent tous les soirs pour simplement jouer, discuter, rire, profiter de ce moment. J'y ai d'ailleurs passé la majorité de mes soirées car l'ambiance y est vraiment plaisante. Welcome to Lombok. And like the beer, no power. Lampah dia ancam.
Preparation. Je me suis inscrit dans un surf camp à Guéroupouk et la petite équipe que vous venez de voir, c'est mon groupe et nos coachs pour la semaine. J'ai commencé le surf l'année dernière en partant au Maroc et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce sport qui ne ressemble en rien à tous les autres. 95% du temps investi, c'est ramer pour se placer, observer, attendre, lutter contre les vagues, mais surtout contre soi-même. Car oui, surtout au début, le surf, c'est apprendre à gérer sa frustration. C'est tout l'opposé du plaisir instantané dans lequel on baigne dans notre quotidien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les gens prennent autant de plaisir à souffrir ? Eh bien, c'est pour les 5% du temps restant où on est sur une vague que toute notion du temps disparaît. Que la sensation de ne faire qu'un avec la nature n'a jamais été aussi forte et que le plaisir éprouvé devient orgasmique. Et comme dirait mon ami Ardouane, If you catch that first wave, you can't stop. It's like a drug, you know? ce sont bien ces 5% de pur bonheur qui viennent effacer tout ce qui a été enduré avant et qui font que chaque surfeur sur cette planète finit toujours par se remettre à l'eau. J'ai donc choisi ce surf camp car on est suivi toute la semaine de très près. Un peu comme à l'école, et pour faire en sorte que mes 5% deviennent un peu plus faciles à obtenir. Au programme, surf le matin, surf l'après-midi, vidéo analyse, cours théorique Extends, twisting back, compress. Go right game. et yoga. C'est l'endroit idéal pour progresser. Il y a même un bol pour s'entraîner à skater, mais ce sont surtout les enfants du village qui viennent s'y amuser. Video of you? In the ball? Okay. Starting now. C'est assez complexe de résumer cette expérience au travers des mots, mais on a passé une semaine extraordinaire avec une vingtaine de personnes venant du monde entier. Finalement, le sport a son propre langage, car on est tous là pour la même chose. Mes moments préférés sont évidemment les sessions de surf, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. J'adore discuter et partager des moments avec les coachs qui sont des purs locaux. Que ce soit dans l'eau, sur le bateau ou au camp, on vit vraiment avec eux quasiment tout le temps et croyez-le ou non, mais on se sent très vite proche, au point qu'au moment de monter ce documentaire 4 mois plus tard, on s'échange toujours des messages pour prendre des nouvelles. Au moment de rentrer vers Kuta, j'ai un grand pincement au cœur quant à ce petit havre de paix où j'ai l'impression d'avoir vécu. Après quelques jours passés à Kuta, j'ai voulu découvrir un peu les alentours, alors j'ai pris mon scooter et j'ai emprunté les routes du sud de Lombok pour la journée. En m'arrêtant dans un café, je remarque une école de parapente un peu plus haut sur la colline. Mon père ayant fait du parapente une longue partie de sa vie, c'est un truc qui m'a toujours laissé rêveur, donc forcément ma curiosité m'amène là-haut. Coup de chance ou destin, au même moment où j'arrive, une compétition de deltaplane commence et du coup, j'en profite pour me poser face à cette vue imprenable et prendre quelques images de ce rare spectacle.
En voyant toutes ces personnes s'envoler dans les airs, l'idée me traverse alors l'esprit. Et je me dis, pourquoi pas moi ? Pas le temps de réfléchir, j'agis et je demande si c'est possible de faire un vol. 5 minutes plus tard, me voilà équipé de la tête aux pieds, prêt à décoller en parapente pour la première fois de ma vie. Yeah. Okay. Mon cerveau se remet à fonctionner et je comprends maintenant pourquoi mon père aimait tant ça. Le simple bruit de la voile au vent et la prise de la hauteur dans les courants d'air chaud me laissent rêveur un court instant, pensant que je suis un oiseau. Thank you so much. That was amazing. yes. Oh my god. Okay. Après cette expérience tout aussi incroyable que impromptue, je me remets en selle et je continue la quête initiale qui était simplement de visiter la partie sud de l'île et continue cette balade en scooter. En fin de journée, je reviens vers l'océan et m'arrête de l'autre côté de la baie de Kuta pour admirer le coucher du soleil. J'en profite alors pour prendre quelques photos. Il y a toujours une atmosphère particulière à la tombée de la nuit. Tout devient plus calme et apaisé, comme si le monde ralentissait. À ce moment-là, je repense à ma journée où rien de tout ce qui m'est arrivé n'était prévu. Et en fait, je me suis simplement laissé porter par ma curiosité et mes envies, et je me rends compte que quand on fait ça, on est beaucoup plus tranquille dans sa tête parce qu'il n'y a pas de plan. La magie opère parfois où on ne l'attend pas, et c'est bien ça qui la rend si belle. Note à moi-même, ne pas prévoir, c'est choisir de se laisser surprendre. Aujourd'hui est également une première fois. En discutant avec mon roommate à mon hostel, il me dit qu'il s'était régalé à visiter le sud de l'île en motocross en passant par des chemins off-road. L'idée m'a bien plu, donc j'ai décidé de faire pareil. Programme de la journée, départ à 9h et exploration des alentours avec 70% de off-road, une pause le midi et retour en fin d'après-midi vers 17h. Maintenant que le plein est fait, c'est parti. Regardez-moi ça, putain. On passe par des lieux plus random les uns que les autres, et notamment par des chemins de plus en plus étroits. J'ai vraiment l'impression de vivre une aventure particulière au milieu des terres de Lombok. De temps en temps, on prend des pauses. On discute et on contemple un peu le paysage sans le bruit des moteurs. Je vois vraiment ça comme une randonnée, car bien que ce soit les machines qui nous fassent avancer, l'effort physique est bien présent. On passe par beaucoup de petits villages où on voit des locaux peu habitués aux touristes, et les enfants sont toujours là à vouloir nous taper dans la main ou simplement nous courir après pour jouer. C'est une atmosphère très authentique de l'île que je n'aurais pas pu voir autrement qu'en faisant cette journée-là. L'après-midi, on roule pendant près d'1 heure sur des chemins accidentés pour se rendre sur une plage inaccessible autrement qu'en motocross. En arrivant là-bas, absolument personne. C'est là que je comprends pourquoi notre guide nous a emmenés ici. Quel kiff de rouler à pleine vitesse le long de la plage. Je me crois vraiment dans un film, mais ce que je vis est bien réel. C'est dans ces moments-là qu'on ressent cette espèce d'élan de totale liberté. Sur le chemin du retour, je me rends compte encore une fois de la chance que j'ai de pouvoir vivre tout ça. Entre hier et aujourd'hui, c'est un peu la semaine des premières fois finalement.
Vidéo. Je commence à avoir fait le tour de Kuta, et même si j'adore et que je pourrais rester ici tout mon voyage, juste pour le surf et la vibe, je sens qu'il est venu le temps pour moi d'explorer Lombok un peu plus en profondeur. Je pars donc dans l'idée d'arriver vers le volcan au nord de l'île pour y tenter son ascension. L'objectif est de m'y rendre sur plusieurs jours à scooter et en profiter pour faire le tour de Lombok. Je roule environ 2 heures en empruntant la route de l'est de l'île et j'arrive à mon premier point de chute dans le petit village de Tete Batu. Oh, ça va être génial. Je me retrouve dans une cabane en bois, au beau milieu de la jungle et de son décor tropical. Après l'effervescence de Kuta, c'est exactement le genre d'endroit que je recherchais. À l'heure du coucher du soleil, j'entends les appels à la prière des différentes mosquées aux alentours. Caché derrière l'épaisse brume, seul le son des voix traverse ce rideau blanc, comme si le ciel s'adressait directement à nous. C'est un moment assez unique qui me plonge dans un sentiment d'apaisement le plus total. Au petit matin, je me réveille dans cet endroit des plus reposants et je décide de prendre un guide local qui s'appelle Rice pour me faire découvrir les alentours. On commence d'abord par les rizières où il m'explique comment se font les récoltes entre riz, tabac, betterave, amandes et toute autre forme de plantation. Purple is sweet, hein? Purple is more sweet. On se balade au milieu des plantations et je vois beaucoup de fermiers au travail dans les champs. C'est fou de voir cette vie si différente de la mienne et d'avoir la chance d'être en pleine immersion dans cet endroit. Arrivé à la fin des rizières, j'ai même le droit de goûter à tous les produits locaux, y compris le fruit du serpent, les fruits de la passion qui sont sublimes, ainsi que d'autres spécialités locales qui sont excellentes. On passe ensuite rapidement par les cascades où l'on trouve certains locaux, mais aussi de nombreux touristes. Je prends quelques photos, mais je dois avouer que c'est l'étape d'après qui m'attire davantage. Rice m'emmène ensuite dans la forêt des singes noirs. So now if we get lucky, we can find black monkey, right? If we're lucky. You know the spots? Nice. Les langours de Java sont assez discrets et ne vivent qu'en forêt tropicale au pied des montagnes. Pendant près d'1 heure, nous nous sommes baladés discrètement dans la forêt afin d'essayer d'en trouver. If you make that noise, sometimes they answer. Après de longues recherches, nous finissons par trouver toute une petite tribu d'une douzaine de singes noirs, perchés en hauteur dans ces immenses arbres et à l'abri des regards. C'est un moment assez privilégié, un cadeau de la nature qui nous laisse dans un silence contemplatif. Lors des expéditions avec des guides, j'essaie toujours de créer un moment pour qu'ils me parlent de leur parcours. C'est l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur leur vécu et leurs conditions de vie. Rice m'explique qu'il a dû partir travailler en Malaisie pendant 15 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ici. Ses journées de travail étaient rythmées par un 7h-23h, avec une demi-heure de pause pour manger et aucun jour de repos. Le tout pour une somme de 50 € par jour. Ça vous paraît peut-être minime, mais c'est ce qui représente à peu près 4 à 5 fois plus que ce qu'il pourrait gagner en travaillant ici.
Il rentrait voir sa famille une fois tous les 3 ans pendant 2 mois, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment vu ses enfants grandir et que les 15 dernières années de sa vie se résumaient à assurer un avenir meilleur pour ses proches ici. Ça me met un sacré coup dans le ventre et je me sens presque honteux à côté de lui d'avoir eu la chance de naître dans un monde beaucoup plus avantageux. Mais c'est aussi pour ça que je voyage. Parfois, poser des questions, c'est aussi avoir des réponses qui nous confrontent à une réalité différente de la nôtre. J'apprends davantage à savourer ma chance de vivre ce que je vis ici. Et ma caméra est juste là pour partager ce genre d'histoire de vie qui me semble essentielle pour nous, Européens. Ça nous permet de prendre du recul sur notre petit monde et de désacraliser les rares problèmes qui n'en sont pas. Note à moi-même, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Aujourd'hui, je reprends la route en direction du nord de l'île et cette fois-ci, je me retrouve à passer par les cols de montagne autour du volcan, au centre de Lombok. Depuis tout à l'heure, on monte en altitude, je me gèle le cul de faire 18 degrés là. Plus j'avance, plus je monte et plus le temps se dégrade. Je me retrouve à rouler en plein brouillard sous la pluie avec des températures en chute libre. C'est un grand moment de solitude, mais j'ai ma musique dans les oreilles et j'aime quand la nature nous rappelle qu'elle est la reine en ces lieux. C'est la meilleure route que j'ai prise de ma vie. C'est toujours les galères qui font les meilleurs souvenirs et sur le moment, c'est jamais confortable, mais avec le temps, c'est le genre de moment où on apprend à en rire. Là, je suis obligé de packer mes affaires, de remettre ma caméra dans le sac parce que c'est trop la merde, il pleut. En fait, on a tellement pris de l'altitude vite, on est dans une espèce de forêt tropicale. J'espère que mon téléphone survivra à la pluie. Quand la pluie s'est encore intensifiée après 30 minutes, j'en ai profité pour faire une pause au bord de route, histoire de manger un morceau avec les locaux qui étaient là. Il m'a semblé que tout le monde était éprouvé par le trajet, mais les Indonésiens ont le sourire facile, peu importe la situation. Hey, ça m'étonne! Comme on dit souvent, après la pluie vient le soleil et en redescendant du col, je passe par Sembalun et d'autres petits villages aux alentours. J'en profite même pour m'arrêter prendre des photos lors d'un match de foot entre locaux qui venait juste de commencer. En fin de journée, j'arrive finalement à Senaru. Et l'un des enfants qui aide à notre hostel nous propose de venir manger chez sa famille. Évidemment, je ne perds jamais une occasion de dire oui dans ces moments-là, car c'est le genre d'occasion unique à saisir. Un moment intime avec des locaux du village. Pas besoin de se parler pour se comprendre, le repas est un délice et on est tous très honorés d'être invités par la famille qui est tout aussi ravie de nous recevoir. Le lendemain, je décide d'aller faire un tour aux cascades qui se trouvent juste à côté. Je pars assez tôt car c'est un endroit assez touristique. Sur le chemin, j'entends au loin des grondements des tonnes d'eau qui se jettent depuis des hauteurs vertigineuses. En arrivant là-bas, seulement quelques randonneurs et moi. J'en profite pour m'imprégner du lieu et de cette nature florissante qui se dresse autour de nous. Je n'ai pas vraiment l'occasion de me baigner car c'est la saison sèche, mais devant cette chute d'eau de la taille d'un immeuble, j'ai quand même envie d'aller me confronter au souffle surpuissant de la cascade. Je profite de cette journée pour me restaurer et profiter de cette tranquillité avant de m'attaquer à un des plus gros défis physiques de toute ma vie. Aujourd'hui, réveil à 6h pour être prêt au départ du trek pour le second sommet du volcan. Malheureusement, le sommet principal est fermé temporairement au moment de ma venue, car une touriste brésilienne est tragiquement décédée quelques jours plus tôt en tentant son ascension. J'embarque à 7h dans un camion avec un groupe de randonneurs qui participent aussi au trek, et nous voilà partis pour 2 jours et 1 nuit dans cette montagne. Au départ de cette longue journée, la première chose qui me frappe, c'est de voir les porteurs avec plus de 30 kg sur le dos et en tongs pour grimper dans des sentiers parfois très accidentés. Y'a flip-flop. It's the best.
pas comment ils font. Nous marchons avec nos guides, Eddie à l'avant pour ouvrir la marche et Sapa à l'arrière pour la fermer. Alors, Semeton. Hello. Rikaban, Semeton. Baik, bagus. Le groupe est mélangé entre français, anglais, espagnol et allemand. Nous nous arrêtons à tous les mini-camps et il y a environ 1h30 de marche entre chacun. Nous commençons d'abord par la jungle au petit matin, puis nous prenons un temps au camp 1 pour nous ravitailler, boire et grignoter, avant d'aller au camp 2. Je sens déjà que la marche est assez complexe car il n'y a aucun virage. C'est juste un sentier minuscule qui fonce droit à travers la forêt en direction du sommet. Là, c'est intense. On a fait le premier camp. Et on arrive gentiment d'ici 10 minutes au deuxième. C'est chaud. Arrivé au camp 2, nous nous arrêtons pour manger. Nos porteurs et nos guides sont les maîtres en ces lieux, chacun est à sa tâche. Ils préparent minutieusement le repas pour tout le groupe. Tout est fraîchement coupé et cuit sur place, ce qui rend ce repas tant attendu encore plus délicieux. Everybody's cooking. Yeah, we have. Thank you so much, guys. Huh? We have room for us. You are the best. You are the boss. You are the boss. Nah. The boss. No. Not the boss, bro. You are the boss. You not come. You don't have to. Yeah, but if you don't bring me here, I cannot do it. Yeah. You are the boss. Oh, so now you are the boss and me boss also. Yeah. Boss team. Like Boss this. team, huh? Après le déjeuner, nous repartons en direction du camp 3, et ici, nous commençons à sentir la chaleur écrasante du zénith nous infligeant des pertes considérables de transpiration jamais atteintes auparavant. Le chemin est de plus en plus escarpé et cela rend l'aventure d'autant plus difficile que cet instant de douleur physique ne sera un jour plus qu'un lointain souvenir. Arrivé au camp 3, je ne sais même pas comment Eddie, Sapa et les porteurs sont encore capables de fumer des cigarettes à plus de 2000 mètres d'altitude, mais il me semble surtout que leurs corps sont bien plus aguerris que les nôtres pour ce genre de défi. Il nous dit que le camp de base pour la nuit est la prochaine étape et qu'il faut environ 1h30 pour y accéder. Regarde-moi, ce dénivelé de fou furieux. C'est la Pentecôte ici. C'est comme ça depuis ce matin. C'est une folie. Hein. À partir de ce moment, je n'ai jamais monté des pentes aussi raides de toute ma vie. Le groupe s'est complètement éclaté et nous nous sommes tous retrouvés seuls face à cette ultime étape d'ascension. Là c'est dur. Mais putain qu'est-ce que c'est bon. Au milieu de nulle part. Les oiseaux, les fleurs. Le brouillard. L'ambiance elle est folle. C'est très raide. C'est très pentu. Je pense qu'on doit être à du 15% ou 20% de montée. C'est dur. Mais c'est très bon. J'ai particulièrement aimé ce moment car j'étais seul face à ma difficulté. Cette dernière partie se déroule complètement à l'aveugle, dans une brume épaisse, au milieu d'une forêt de haute montagne, nous masquant quelconque horizon ou aperçu du point d'arrivée. 1 heure plus tard, me voilà presque en haut, les tentes du camp à quelques centaines de mètres seulement, et l'impression de déjà y être. Après 6 heures, 8 km de randonnée et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé, nous voilà enfin arrivés au sommet. Yepa! Et quel kiff d'être enfin arrivé jusqu'ici avec tout le groupe. Tout le monde est éprouvé physiquement, mais tellement heureux d'avoir atteint le sommet de cette montagne et de s'apprêter à passer la nuit ici.
J'en profite pour immortaliser quelques instants avant le coucher du soleil et discuter avec certains guides et autres trekkers. Sapa m'explique qu'il a déjà fait plus de 500 fois l'ascension du mont Rinjani. Lui et les porteurs enchaînent entre 2 et 3 ascensions par semaine. Pour une journée de travail, il me confie que son salaire est l'équivalent de 12 € par jour. Au moment du repas, comme pour nous récompenser de cette journée éprouvante, j'assiste à l'un des plus beaux spectacles de toute ma vie. Un coucher du soleil au-dessus des nuages, laissant transpercer la lumière comme un arc-en-ciel de couleurs que je n'avais jamais vu auparavant. Au petit matin, nous nous réveillons vers 5h30 pour aller non loin du camp assister au lever du soleil devant le fameux volcan du mont Rinjani. Encore un spectacle sans nom que nous offre la nature, comme un dernier coup de boost avant d'entamer la longue redescente d'aujourd'hui. Sur le chemin du retour, je réalise que c'est pour ce genre de moment que je voyage seul. Partager un fragment de vie unique avec de parfaits inconnus, créant un lien indélébile qui restera en ma mémoire comme étant l'une des expériences les plus difficiles et probablement l'une des plus belles de toute ma vie. Good job! Oh. We are finished track for my crew! Thank you, Eddie. Je me rends compte que je tombe un peu amoureux à chaque fois que je découvre un nouvel endroit. Peut-être est-ce simplement l'amour du voyage, de la nouveauté, des visages inconnus, ou de ces chemins encore vierges de mes pas. Je suis curieux de nature et j'ai la sensation que rien, ici-bas, ne m'enrichit autant que le fait de partir. Same alcohol, but not alcohol. Ce qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est de continuer à découvrir ce monde un peu plus chaque jour. Et je crois que c'est dans la solitude que l'on s'en imprègne le mieux. Car lorsque l'on se retrouve seul, face à soi-même ou face aux autres, dans un lieu qui n'a aucune idée de qui l'on est, on n'a plus d'autre choix que d'abandonner nos standards, nos préjugés, nos réflexes et tout ce qui façonne notre quotidien. Ce n'est alors que l'on peut embrasser pleinement ce que l'on est venu chercher, une autre façon d'exister. Comme un caméléon qui ajuste sa couleur à chaque nouveau paysage, je change un peu de vie à chaque voyage, je désapprends, je réapprends et j'apprends encore à vivre au rythme de ce nouvel endroit qu'il m'a été offert de découvrir.